Des centaines de vaisseaux spatiaux diplomatiques décollent de la Terre et se dirigent vers l'espace. Lorsqu'ils atteignent leur destination, ils sont accueillis par des vaisseaux extraterrestres. C'est le premier contact de l'humanité avec une civilisation extraterrestre. On a réussi à les détecter il n'y a pas si longtemps, dans un système stellaire très proche de chez nous. Celui de Proxima Centauri. Cette étoile, une naine rouge, est la plus proche de notre système solaire. Elle est 7 fois plus petite que notre Soleil, et donc seulement 50% plus grande que Jupiter. Mais Proxima Centauri est 8 fois plus lumineuse que le Soleil. Ce système stellaire se trouve à 4,2 années-lumière. C'est le temps qu'il faut à un photon pour voyager de cette étoile à la Terre. À titre de comparaison, il ne faut que 8 minutes à la lumière du Soleil pour atteindre notre planète. Si tu décidais de te rendre sur Proxima Centauri, il te faudrait environ 73 000 ans avec une fusée classique. C'est plus long que l'existence même de notre civilisation intelligente. Mais ce n'est pas l'étoile elle-même qui nous intéresse, c'est la planète qui est en orbite autour d'elle. Il s'agit de Proxima Centauri b. Elle est 17% plus grande que la Terre et environ 10% plus lourde. Elle tourne autour de son étoile à une distance de 7,3 millions de kilomètres. À titre de comparaison, la Terre est à 150 millions de kilomètres du Soleil, soit 20 fois plus loin. Mais l'étoile haute, Proxima Centauri, est une naine rouge. Elle n'émet pas autant de lumière et de chaleur que notre Soleil. La planète Proxima Centauri b se trouve donc en plein dans la zone habitable de l'étoile. Elle est située à une distance si parfaite de son étoile mère qu'il n'y fait pas trop chaud et qu'elle ne se transforme pas non plus en un bloc de glace. En d'autres termes, la température qui y règne permet à l'eau d'exister à l'état liquide. Cela signifie que Proxima Centauri b pourrait abriter la vie. Mais d'autres observations de la planète ternissent quelque peu le tableau. L'étoile haute est très instable. Sa luminosité change trop fréquemment. En 2017, les astronautes ont été témoins d'un flash catastrophique. L'étoile a accru sa luminosité près de 1000 fois pendant 10 secondes. Avant cela, il y a eu un autre flash, plus faible. La planète a reçu une énorme quantité de radiation. S'il y avait eu de la vie là-bas, cette éruption l'aurait complètement anéantie. Dans l'ensemble, Proxima Centauri b reçoit environ 400 fois plus de rayons X que la Terre. Les organismes vivants complexes ne peuvent pas vivre dans de telles conditions. Les scientifiques affirment que même s'il y avait une atmosphère et un océan sur Proxima Centauri b, ce rayonnement constant les ferait tout simplement disparaître de la planète. Proxima Centauri b est si proche de son étoile haute qu'elle est en rotation synchrone avec celle-ci. Cela signifie qu'un côté de la planète est toujours tourné vers l'étoile, tout comme la Lune est toujours tournée vers la Terre du même côté. Cela signifie qu'une seule face de la planète reçoit cette terrible quantité de radiation. Et certains experts spéculent qu'une civilisation intelligente pourrait vivre sur le côté sombre de la planète. C'est peut-être cette civilisation qui nous a envoyé l'étrange signal que les astronomes ont capté en 2019. Les scientifiques l'ont décrit comme une éruption optique brillante et de longue durée, accompagnée d'une série de sursauts radio intenses et cohérents. Ce signal radio a été observé pendant 30 jours par l'un des radiotélescopes de la Terre. Les scientifiques ont pensé que le signal était artificiel et qu'il aurait pu être envoyé par une civilisation extraterrestre. On peut supposer que le signal provenait de Proxima Centauri b ou de l'une des lunes qui pourraient se trouver dans ce système stellaire. Mais d'autres observations n'ont pas permis de détecter à nouveau le signal. Désormais, la principale théorie affirme que ce signal radio n'était qu'une sorte d'interférence provenant d'une technologie terrestre. Mais que se passerait-il s'il avait vraiment été envoyé par une civilisation vivant sur la face cachée de Proxima Centauri b? Eh bien, nous pourrons bientôt le découvrir avec certitude. Un tout nouveau télescope est en train d'être lancé dans l'espace. Il s'agit du télescope spatial James Webb. Son lancement est prévu pour la fin de l'année 2021. Une fusée d'appoint décollera de la Terre et entrera en orbite. Puis elle livrera le télescope à un point précis, entre notre planète et le Soleil, où leurs forces gravitationnelles sont à peu près égales. De plus, il n'y a pas de pollution lumineuse dans l'espace, contrairement à la surface de la Terre. Il n'y a pas non plus de nuages ou d'autres conditions météorologiques qui pourraient gêner le télescope. Le télescope spatial James Webb remplacera le télescope Hubble, qui fonctionne depuis 1990. Ce nouveau télescope coûte 9,8 milliards de dollars. Et voici pourquoi. Il utilisera un miroir aussi large qu'un ring de boxe. Cela lui permettra de voir très loin dans l'espace. Si loin d'ailleurs, que la lumière de certains événements qui s'y déroulent n'aura pas encore atteint la Terre. Cela signifie que nous pourrons littéralement regarder dans le passé. Le télescope spatial James Webb verra l'univers presque immédiatement après le Big Bang. Nous verrons comment les premières étoiles et galaxies sont nées et comment l'univers s'est transformé en ce que nous observons aujourd'hui. Mais ce télescope
pourra aussi être utilisé pour examiner Proxima Centauri B. Les astronomes y chercheront de la lumière artificielle, comme les lumières LED que nous avons sur Terre. Si Proxima Centauri B abrite vraiment de la vie sur sa face sombre, alors les habitants ont dû apprendre à transférer la chaleur et la lumière de sa face éclairée. Et ils doivent aussi utiliser une lumière artificielle pour alimenter la vie de leur côté. Le télescope spatial James Webb est suffisamment puissant pour distinguer les ondes lumineuses émises par l'étoile de celles qui pourraient être créées artificiellement du côté obscur de la planète. Et si nous détectons effectivement une lumière artificielle, nous aurons la toute première confirmation qu'une civilisation intelligente pourrait exister en dehors de notre système solaire. Mais il y a toujours une marge d'erreur dans les calculs et l'interprétation des données. La seule façon d'établir la vérité une fois pour toutes est d'envoyer une sonde spatiale vers Proxima Centauri B. Nous pourrons alors obtenir de vraies photos de la planète. Le principal problème est la distance. Bien que Proxima Centauri soit le système stellaire le plus proche de la Terre, il faut quand même des dizaines de milliers d'années pour s'y rendre. Après tout, la sonde spatiale Voyager 1 a eu besoin d'environ 44 ans rien que pour quitter le système solaire. Et ce n'est qu'un minuscule pas par rapport à la distance réelle de l'étoile la plus proche. Nous avons donc besoin d'autres méthodes de déplacement, et elles doivent être beaucoup plus rapides. Certains scientifiques veulent envoyer des microsondes vers Proxima Centauri B. Elles ne sont pas plus lourdes qu'une aiguille à coudre. Un véhicule de lancement déploiera environ 1 millier de ces sondes en orbite. Puis elles déploieront une voile spatiale. C'est un matériau ultra léger qui utilisera la puissance de la lumière pour créer une poussée. Lorsque la voile sera déployée, un puissant faisceau laser sera concentré sur elle. Cela accélérera les sondes jusqu'à environ 20% de la vitesse de la lumière. Ce sera un record de vitesse absolue selon les normes actuelles. Mais il faudra encore environ 21 ans pour que ces sondes atteignent leur destination. Et nous devrons attendre environ 4 ans de plus pour recevoir le premier signal de leur part. Le système stellaire de Proxima Centauri n'est pas le seul monde à accueillir potentiellement la vie. Et l'une des tâches du télescope spatial James Webb est d'en trouver d'autres. Les puissants instruments du télescope lui permettront de trouver des planètes relativement froides, où les températures sont proches de celles de la Terre. Nous pourrons étudier en détail environ 2 douzaines de systèmes stellaires proches. Et nous pourrons détecter non seulement les planètes elles-mêmes, mais aussi leurs lunes. Les scientifiques s'attendent à un bond dans la découverte d'exoplanètes. Dès la mise en service du télescope en 2022, nous détecterons constamment de nouveaux mondes et en apprendrons davantage sur ceux qui ont déjà été découverts. Le télescope spatial James Webb nous permettra aussi de mieux étudier notre propre système solaire, et notamment la lune de Jupiter baptisée Europe par exemple. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir de l'eau là-bas. Bien qu'Europe ressemble à un bloc de glace, l'interaction gravitationnelle de la Lune avec Jupiter réchauffe son noyau. Cela fait probablement fondre la glace située profondément sous la surface. Il est donc probable qu'il y ait un océan sous la croûte de glace. Des conditions similaires pourraient exister sur Encelade, la lune de Saturne. Cette lune est géologiquement active. Il y a des geysers qui jaillissent des fissures à la surface du satellite. Les instruments infrarouges du télescope spatial James Webb pourront explorer Europe et Encelade, à la recherche de biosignatures. Ce sont les traces d'activité d'organismes vivants ou de bactéries. Ce télescope est prévu pour fonctionner pendant environ 6 ans. Mais à l'avenir, nous en lancerons un encore plus grand. Il s'appelle LUVOIR, qui est l'acronyme de Large UV Optical Infrared Surveyor. Son miroir sera 2 fois plus grand que celui du télescope spatial James Webb et presque 7 fois plus grand que celui de Hubble. Il devrait être lancé en 2039 et mis en orbite à l'aide d'une fusée super lourde. Puis, il faudra livrer le télescope à sa destination, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Ensuite, il commencera ses observations. Nous pourrions apprendre à voyager plus vite que la vitesse de la lumière à ce moment-là. Ensuite, si nous trouvons une planète potentiellement habitable à l'aide du télescope, nous pourrons y envoyer une sonde spatiale ou même une équipe d'explorateurs. Dans ce cas, une rencontre diplomatique avec une civilisation extraterrestre pourrait devenir réalité. Récemment, le télescope spatial James Webb a mis en lumière une galaxie ancienne et énigmatique. Une découverte susceptible de transformer radicalement notre compréhension de la matière noire, ainsi que des mécanismes de formation des galaxies. Grâce à ces observations, le télescope a révélé l'existence d'une population stellaire dépassant en taille celle de notre propre Voie lactée, et datant de près de 11 milliards d'années. Cette galaxie massive qui contient des étoiles extrêmement anciennes, formées dans les premiers âges de l'univers, ne devrait théoriquement pas exister. Cette découverte remet en cause les modèles cosmologiques actuels, car à l'époque où cette galaxie a vu le jour, il n'y avait, selon ces modèles, pas assez de matière noire pour permettre une telle formation.
Pendant 7 années, les chercheurs ont tenté d'étudier cette galaxie particulière. Ils ont consacré des heures innombrables à l'observer en utilisant les 2 télescopes les plus puissants sur Terre pour en déterminer l'âge. Cependant, la galaxie était trop diffuse et d'une teinte trop rouge pour pouvoir être mesurée depuis la terre ferme. Ce n'est qu'après avoir porté leurs observations dans l'espace et utilisé le télescope James Webb qu'ils ont pu confirmer la véritable nature de cette galaxie. Contrairement au télescope spatial Hubble, qui gravite autour de la Terre, le télescope James Webb orbite autour du Soleil à une distance d'1 600 000 km de notre planète. Cette position lui a permis d'offrir une vision plus nette de cette galaxie lointaine. Auparavant, les astronomes pensaient qu'au début du cosmos, les galaxies massives étaient extrêmement rares. Toutefois, des découvertes récentes viennent ébranler ces modèles théoriques. Des galaxies en sommeil d'une masse impressionnante ont été détectées dès 1 à 2 milliards d'années après le Big Bang, marquant les premiers instants de l'univers. La chercheuse qui a dirigé l'analyse spectrale des données de James Webb a déclaré que son équipe déployait tous les efforts possibles pour confirmer l'existence des galaxies les plus anciennes, profondément enfouies dans l'univers. Une fois cette existence établie, cela a repoussé les frontières de notre compréhension actuelle de la formation et de l'évolution des galaxies. La question qui émerge désormais est de savoir comment ces galaxies ont pu se former si rapidement dans l'univers primitif et quels mécanismes mystérieux ont pu provoquer l'arrêt soudain de la formation stellaire en leur sein, alors que le reste de l'univers poursuivait ce processus. La formation des galaxies est largement influencée par la distribution de la matière noire. Environ 84% de la matière dans l'univers est constituée d'une substance qui n'émet ni n'absorbe de lumière. Les astronomes désignent cette substance, invisible même par des moyens indirects, par le terme de matière noire. Celle-ci interagirait avec la matière visible, le rayonnement et la structure globale de l'univers, jouant ainsi un rôle fondamental dans son évolution. La découverte de galaxies exceptionnellement massives si tôt dans l'histoire cosmique remet en question notre modèle standard de cosmologie. En effet, les astronomes estiment qu'il aurait été impossible pour des structures de matière noire aussi vastes, nécessaires à la formation de ces galaxies, de se constituer dans un délai si bref. Les chercheurs nécessitent davantage de temps pour évaluer à quel point ces galaxies sont répandues et pour estimer leur masse. Toutefois, si de nouvelles galaxies similaires venaient à être découvertes, cela pourrait bouleverser nos connaissances sur la formation des galaxies, tout en affinant notre compréhension des propriétés de la matière noire. Les galaxies anciennes et énigmatiques ne sont pas le seul domaine où le télescope James Webb ait permis des avancées significatives. Les chercheurs suspectèrent depuis longtemps l'existence de trous noirs supermassifs dans l'univers primitif. Mais cette hypothèse n'a été confirmée que grâce aux capacités infrarouges du télescope. Ainsi, il a permis d'identifier un ancien trou noir au sein de la galaxie Sears 19, en train d'engloutir activement toute la matière à sa portée. Ce trou noir remonte à une époque où l'univers n'avait pas encore atteint les 600 millions d'années. Cela soulève un autre mystère. Comment un trou noir supermassif peut-il atteindre une taille pareille en un laps de temps aussi réduit, alors que ce processus est censé prendre bien plus longtemps? Les astronomes ont observé la galaxie hébergeant ce trou noir exceptionnel dans le cadre de l'enquête scientifique sur le déclenchement premier de l'évolution cosmique. Ils l'ont vue telle qu'elle était lorsque l'univers, âgé aujourd'hui de 13,8 milliards d'années, n'avait que 560 millions d'années. Outre ce trou noir antédiluvien, 2 autres ont également été identifiés, datant probablement d'1 à 1,1 milliard d'années après le Big Bang. De plus, les scientifiques ont découvert 11 galaxies anciennes, ayant existé entre 470 et 675 millions d'années, après les débuts de l'histoire cosmique. Voici le télescope spatial James Webb, et voici à quelle distance nous pouvons voir à travers ses yeux. C'est impressionnant, mais zoomons plus loin, plus loin, plus loin, l'image devient de plus en plus floue. Attendez, quelle est cette ombre? Il s'agit d'un télescope géant capable de voir ces images apparemment floues dans les moindres détails. Le télescope spatial Nancy Grace Roman de la NASA sera lancé en 2027, et il pourrait nous aider à percer les mystères de l'univers, y compris la grande énigme de la matière noire. Ne vous inquiétez pas, James Webb continuera à nous montrer la beauté du cosmos et à résoudre tout un tas de mystères. Mais les astronomes ont une nouvelle mission ces jours-ci. Ils veulent déployer ce télescope spatial d'avenir, qui est encore plus grand. Et cette mission est déjà bien avancée. Le télescope spatial Nancy Grace Roman devrait marquer le début d'une nouvelle ère pour l'astronomie. Les scientifiques espèrent qu'il permettra de recueillir plus de données que n'importe quelle autre mission de la NASA.
Hubble et Webb sont incroyablement performants lorsqu'il s'agit de zoomer pour obtenir une vue nette et détaillée de petites parties du ciel. Le Nancy Grace Roman, quant à lui, nous offrira un champ de vision beaucoup plus large. Il sera capable de créer des images infrarouges 200 fois plus grandes que Hubble. Dans le même temps, il offrira un niveau de détail tout aussi élevé. Mais même si ce nouveau télescope est capable de produire des images parfaites, il sera principalement utilisé pour des relevés. Imaginons que nous ayons besoin d'étudier la population d'étoiles d'une galaxie proche, mais que le champ de vision est trop grand pour Hubble. Si nous l'utilisons, nous devrons assembler de nombreux clichés différents et créer des espèces de mosaïques. Mais avec ce nouveau joujou, il est possible de prendre une photo de toute la galaxie en une seule fois. Regardez cette mosaïque récente de notre voisine, la galaxie d'Andromède. Cette image a été réalisée à partir de 400 images individuelles prises par Hubble. Eh bien, le Nancy Grace Roman peindra la même image ultra vaste avec le même niveau de détail, mais avec seulement 2 images. Cela n'a pas seulement l'air cool, ça représente aussi une quantité sans précédent de données collectées. Lorsque nous disposerons d'une telle vue panoramique de l'univers, la NASA et d'autres agences spatiales seront probablement en mesure de répondre à certaines des plus grandes questions qui intriguent l'humanité depuis des lustres. L'un des principaux objectifs est de tester la théorie de la relativité proposée par Albert Einstein. Cette théorie a été bien testée à l'échelle de notre système solaire, mais pas vraiment à des échelles cosmologiques plus vastes. Selon cette théorie, la matière visible est censée ralentir l'expansion de l'univers. Or, l'univers ne cesse de s'étendre, et ce de plus en plus vite. Les astronomes attribuent donc cette vitesse d'expansion sans cesse croissante à une composante mystérieuse, l'énergie noire. Ils pensent qu'elle représente environ 68% de l'univers. Avec un peu de chance, ce nouveau télescope nous fournira des données qui nous aideront à mesurer avec précision la position et la distance qui nous séparent de millions d'autres galaxies. Ensuite, il pourrait nous permettre de déterminer le taux d'expansion de l'univers dans différentes régions. Enfin, les résultats pourraient nous indiquer si la théorie de la gravité d'Einstein doit être modifiée. L'un des principaux objectifs du Nancy Grace Roman est de détecter des centaines et des milliers de nouvelles exoplanètes dans notre galaxie, la Voie lactée. Ce télescope sera capable de le faire en utilisant la technique connue sous le nom de micro-lentilles gravitationnelles. Lorsque 2 étoiles sont alignées l'une sur l'autre, celle qui se trouve à l'avant déforme et amplifie la lumière de l'autre étoile, située à l'arrière. Et si l'étoile au premier plan possède une planète, nous pouvons voir comment cette planète affecte la lumière de l'étoile située derrière elle. On espère que le Nancy Grace Roman comptera des milliards d'étoiles, ce qui nous permettra d'obtenir un très bon recensement du nombre d'exoplanètes présentes près de ces étoiles. Le télescope de pointe ne se contentera pas de repérer de nouvelles exoplanètes. Il sera également équipé d'un autre instrument essentiel, le coronographe. Il permet d'obtenir des images des exoplanètes proches de leur étoile mère. Il s'agit en fait d'une technique extrêmement complexe, car la lumière de l'étoile doit être supprimée. Après tout, elle est beaucoup plus brillante que les objets que l'on souhaite étudier. Par ces objets, j'entends les planètes proches. Le chronographe du télescope tentera de détecter directement les grosses planètes de type Jupiter, en effectuant des corrections en direct pour améliorer la qualité des images. S'il fonctionne correctement, le télescope constituera un excellent instrument de démonstration, qui servira de base à la technologie utilisée dans les futurs observatoires spatiaux. Ces observatoires seront capables de repérer directement des planètes semblables à la Terre dans la zone habitable de leur étoile mère. Mais ce nouveau télescope spatial n'est pas le seul projet susceptible de modifier notre façon d'explorer l'espace. Il existe d'autres concepts, comme Nautilus. Il s'agit d'un télescope spatial révolutionnaire, basé sur une nouvelle technologie, des éléments optiques spéciaux. Ces éléments peuvent potentiellement nous permettre de surmonter les principales limitations des télescopes spatiaux, à savoir des miroirs primaires non extensibles. La technologie Nautilus peut fournir des télescopes à grande ouverture mais ultra légers, ce qui permettra le lancement d'une flotte massive d'engins identiques. Ils auront un impressionnant pouvoir de collecte de la lumière, ce qui nous permettra d'étudier des milliers de planètes de la taille de la Terre situées dans la zone habitable de leur étoile. Nous pourrions ainsi détecter des signatures atmosphériques témoignant de la présence de la vie sur ces planètes. Au cours des 2 derniers milliards d'années, l'atmosphère de notre planète a changé de façon spectaculaire. L'abondance d'oxygène moléculaire libre et d'ozone, qui sont des gaz très réactifs, ainsi que la vapeur d'eau et le méthane, représentent une composition atmosphérique unique. La présence de ces biosignatures dans l'atmosphère de notre planète est un signe de vie qui peut être détecté à distance. Nous parlons ici de distance galactique. Mais pour identifier ces empreintes de composants atmosphériques dans la lumière réfléchie ou transmise par l'atmosphère de planètes semblables à la Terre, nous avons besoin de très grands télescopes. La mission Kepler de la NASA a découvert plus de 4000 planètes. Et pourtant,
Aucun télescope spatial existant, ou même en projet, n'a un diamètre suffisant pour rechercher la vie dans l'atmosphère des exoplanètes. Il est très difficile de détecter et d'interpréter correctement les observations de vie extraterrestre. Mais l'équipe de Nautilus espère construire un télescope capable d'étudier des milliers de planètes semblables à la Terre. Enfin, il y a la mission Euclide de l'Agence spatiale européenne. Elle vise à explorer la composition et l'évolution de l'univers sombre. La mission porte le nom du mathématicien grec Euclide, qui vivait à Alexandrie environ 300 ans avant notre ère. Il a fondé la géométrie. La densité de l'énergie et de la matière étant étroitement liée à la géométrie de l'univers, la mission a été baptisée en son honneur. Ce télescope spatial créera une grande carte en 3 dimensions de la structure à grande échelle de l'univers à travers l'espace et le temps. Pour ce faire, il observera des milliards de galaxies sur plus d'un tiers du ciel. Euclide tentera de comprendre comment l'univers s'est étendu et comment sa structure s'est formée au cours de l'histoire cosmique. Avec un peu de chance, il permettra d'en savoir plus sur le rôle de la gravité et sur la nature même de la matière noire et de l'énergie noire. Comme nous le savons déjà, l'énergie noire accélère probablement l'expansion de l'univers. Quant à la matière noire, elle contrôle la croissance des structures cosmiques. Mais les experts ne savent toujours pas ce que sont l'énergie noire et la matière noire. En observant l'évolution de l'univers au cours des 10 derniers milliards d'années, nous pourrions enfin comprendre comment il s'est développé et a changé. Les astronomes pourraient en déduire les propriétés de l'énergie noire, de la matière noire et de la gravité. Cela pourrait nous aider à en savoir plus sur leur nature exacte. L'engin spatial Euclide mesure environ 4,5 mètres de haut et 3,6 mètres de large. Il se compose de 2 éléments principaux, le module de charge utile et le module de service. Le module de charge utile comprend un télescope d'1 mètre de diamètre et 2 instruments scientifiques, une caméra à longueur d'onde visible et un spectromètre à infrarouge proche. Le module de service, quant à lui, contient les systèmes du satellite, notamment pour la production et la distribution d'énergie électrique, l'électronique de traitement des données, l'équipement de contrôle thermique, et ainsi de suite. Coloniser d'autres planètes, c'est un peu l'aventure cosmique suprême. Ce défi a nourri l'imagination des hommes pendant des siècles, et nous en rêvons encore aujourd'hui. L'une des meilleures candidates est la planète Mars. Ce n'est pas surprenant. Mars est une planète rocheuse qui ressemble à la Terre à bien des égards, et sa surface présente même d'anciennes traces d'eau. Cela en fait donc une destination de choix pour la colonisation. De nombreux scientifiques travaillent sur des projets visant à envoyer des humains là-bas afin d'y établir une communauté permanente. Mais y a-t-il d'autres candidates ? Il y a de nombreuses planètes et lunes dans notre système solaire. Alors pourquoi ne pas se tourner vers d'autres destinations ? Par exemple, Cérès. Cérès est un véritable joyau. C'est une planète naine, pas une planète à part entière, tout comme Pluton. Elle se trouve dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. C'est la planète la plus proche du Soleil et elle est minuscule. Elle fait à peu près la taille du Texas. Alors, pourquoi la choisir ? Parce que Cérès pourrait abriter de précieuses ressources. Sa surface est couverte de cratères et d'autres particularités géologiques. Et les scientifiques pensent qu'au-dessous, il y a une épaisse couche de glace d'eau. Ce qui signifie qu'en profondeur, il pourrait y avoir un océan d'eau liquide. Si c'est le cas, Cérès pourrait constituer une précieuse ressource pour nos futures missions. Elle pourrait fournir l'eau nécessaire à notre exploration du système solaire. Alors, pouvons-nous la coloniser ? Et si oui, comment faire ? En fait, de nombreux scientifiques et passionnés de l'espace ont proposé cette idée. Pour coloniser Cérès, il faudrait utiliser les mêmes méthodes que celles utilisées pour établir des colonies sur la Lune, sur Mercure et sur les satellites de Jupiter et de Saturne. Et ce n'est pas si difficile que ça. Il faut juste trouver comment s'adapter à une atmosphère très ténue, à des températures extrêmes, à la pression et à tout un tas de choses désagréables. Mais gardons espoir. Au final, il ne s'agit que d'une question de ressources. Nous aurons besoin d'eau, de minéraux et d'autres matières premières. Ainsi, nous pourrions créer une colonie autonome. Et par chance, Cérès en regorge. Nous commencerions par installer des habitations dans les cratères. Nous construirions des dômes pour nous protéger de toutes sortes de dangers, comme les radiations. Nous exploiterions également le régolithe de la ceinture d'astéroïdes.
Le régolithe, qui est la partie du sol recouvrant la roche-mère, résulte d'une altération cosmique. C'est un peu comme la couche superficielle de la surface lunaire. Pourquoi en avons-nous besoin? Parce que nous pourrions l'utiliser pour imprimer en 3D des fondations près de la glace, afin que nos bases soient situées près de l'eau. Nous utiliserions ensuite ces fondations pour imprimer d'autres structures, comme des maisons. Nous collecterions également de la glace et des molécules organiques pour créer de l'eau. Et en combinant l'eau avec le régolithe, nous obtiendrions un sol dans lequel faire pousser des plantes et de la nourriture. Merveilleux! Il y a aussi une autre option, créer une colonie sous le sol, c'est-à-dire juste à côté de la croûte glacée de la planète. Si dans l'avenir notre science nous le permet, nous pourrions accélérer la rotation de Cérès. Ça a l'air fou, mais ce serait très bénéfique. Cela nous aiderait à créer une gravité artificielle dans les colonies souterraines. En parlant de gravité, tout ça est bien intéressant, mais parlons des difficultés qui nous attendent lors de cette colonisation. Pour nous installer sur Cérès, nous devrons relever un certain nombre de défis. Tout d'abord, développer une technologie nous permettant de nous rendre sur cette planète. Soit des vaisseaux capables d'effectuer des vols de longue durée dans l'espace lointain. Pour cela, il nous faudra d'abord créer une technique de propulsion nucléaire thermique ou nucléaire électrique et un type de carburant extrêmement performant. Ensuite, il nous faudra une technologie capable de préserver la vie sur ce petit monde rocheux, c'est-à-dire des outils pour extraire et utiliser les ressources disponibles. Et comme il n'y a pas d'atmosphère sur Cérès, nous devrons porter des combinaisons et vivre dans des habitats pressurisés. Et ce n'est qu'un début. Vivre sur cette planète ne sera pas une mince affaire. Par exemple, comment faire face aux températures extrêmes, ou aux radiations, ou encore à la gravité incroyablement faible évoquée plus haut. Ce dernier point est certainement l'un des plus gros problèmes. La gravité de Cérès ne représente que 3% de celle de la Terre. Tu ne voudrais pas t'envoler dans l'espace pendant que tu joues au football, n'est-ce pas? Mais le fait qu'un simple bond puisse t'entraîner dans un voyage sans fin n'est pas le seul problème. Même si tu restes à la surface de la planète, tu rencontreras les mêmes soucis que les astronautes de la Station spatiale internationale. Par exemple, une perte de masse musculaire, une diminution de la densité osseuse, une baisse de la vision, une détérioration du système cardiovasculaire. Eh ben, qui aurait cru que la gravité était si importante? Si nous voulions survivre sur Cérès, il nous faudrait donc soit un tas de médecins, soit une gravité artificielle. Et n'oublie pas que cette faible gravité ralentira aussi notre travail. Bien sûr, nous ne pouvons aller nulle part sans argent. Coloniser Cérès coûtera extrêmement cher, surtout si l'on tient compte de tout ce qui précède. Mais Cérès est quand même l'une des meilleures candidates pour la colonisation. Par exemple, on y trouve beaucoup de méthane et d'ammoniac. Ils peuvent être transformés en combustible ou en azote gazeux. Alors, pourquoi ne pas s'en servir pour coloniser Mars et Vénus? Cette faible gravité a quelques avantages. Grâce à elle, le lancement de véhicules spatiaux serait grandement facilité. Nous gaspillerions beaucoup moins de carburant et les voyages entre Cérès et d'autres planètes seraient beaucoup moins chers. Ainsi, même si Cérès ne devient pas notre résidence permanente, elle peut devenir un bon pôle de transport, une espèce de gare spatiale. Nous pourrions l'utiliser comme base pour extraire des matériaux utiles dans la ceinture d'astéroïdes. Ensuite, nous transporterions tout ça vers Mars ou vers la Terre. Elle pourrait également devenir une station de ravitaillement pour les vaisseaux qui voyagent au-delà du système solaire. Toute cette science-fiction est plutôt géniale, n'est-ce pas? Mais je crois que toute tentative de création d'une base permanente dans la ceinture d'astéroïdes devra attendre. La colonisation d'autres planètes est une tâche difficile et complexe. Elle nécessitera la coopération et l'expertise de nombreuses personnes différentes, ainsi que le développement de nouvelles technologies et la résolution de nombreux problèmes.
Avant d'aller sur Cérès, nous devons construire des infrastructures sur la Lune, sur Mars et quelque part entre les deux. Sinon, l'entreprise coûtera beaucoup trop cher et échouera très probablement avant même que nous ayons pu atteindre la planète naine. Mais plus nous créerons de colonies, plus nous aurons de chances de nous installer un jour sur Cérès. Cela ouvrira non seulement la ceinture d'astéroïdes à l'exploitation économique, mais nous servira également de tremplin vers les confins du système solaire. La colonisation des lunes de Jupiter pourrait s'en suivre. En d'autres termes, la colonisation de Cérès pourrait rapporter gros. Non seulement elle nous permettrait d'explorer et de comprendre tout ce monde fascinant, mais elle pourrait également nous fournir des ressources précieuses qui nous aideraient à poursuivre l'exploration et la colonisation du système solaire. La vie sur Cérès serait difficile, mais passionnante, car les humains auraient là un nouveau foyer afin d'explorer les mystères de l'univers. Imagine tous les nouveaux restaurants et magasins que nous pourrions avoir. Bienvenue à Cérès Marché, où tout est extraordinaire. Si tu aimes les chasses au trésor cosmique, Cérès est bien la destination qu'il te faut. Pense simplement à mettre des poids à tes pieds afin de ne pas t'envoler. Au cœur de la galaxie se trouve un objet mystérieux, tel qu'aucun astronome n'en a jamais observé. Il traverse le ciel comme une étoile filante sous caféine. Quelle est donc cette mystérieuse forme floue, et quel est son lien avec le trou noir qui se trouve au centre de notre galaxie? Découvrons-le ensemble. Cette chose s'appelle Xept. Il s'agit de la mystérieuse tache qui tourne autour du trou noir supermassif de notre galaxie depuis des décennies. Certains affirment même qu'il rôderait dans les parages depuis des centaines d'années. Nous ne savons que peu de choses au sujet de Xept. Par exemple, il pèse environ 50 fois le poids de notre Terre. Cela peut sembler énorme pour un terrien, mais à l'échelle de l'espace, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Xept se déplace également très vite, avec une vitesse pouvant atteindre les 1100 km par seconde. C'est plus rapide que lorsque tu essayes d'attraper la dernière part de pizza avant que ton colocataire ne s'en empare. Mais quelle est vraiment cette chose? Une étoile magique que nous n'avions jamais remarquée auparavant? Un vaisseau spatial extraterrestre? Eh bien, il existe quelques théories liées au futur destin tragique de cet objet. Et hélas pour lui, les jours de Xept sont comptés. À l'heure actuelle, il se trouve sur une orbite elliptique de 170 ans autour du trou noir supermassif situé au centre de la Voie lactée. Mais il n'ira pas beaucoup plus loin. Chaque année, il se rapproche de plus en plus du trou noir et dans quelque temps, il sera d'abord spaghettifié. Oui, c'est un vrai terme scientifique, puis finalement aspiré pour ne plus jamais être vu. Des trous noirs supermassifs se trouvent au centre de toutes les galaxies, y compris la nôtre, la Voie lactée. Ces trous noirs ont une telle masse qu'ils déforment l'espace-temps, obligeant les étoiles proches à orbiter autour d'eux à des vitesses phénoménales. Ils jouent le rôle d'aspirateur cosmique en captant tous ceux qui s'en approchent. Le trou noir au centre de notre galaxie porte le nom de Sagittarius à étoile. On dirait le nom d'un célèbre streamer, n'est-ce pas? Mais cet objet céleste est bien plus impressionnant qu'un simple mortel. Il pèse environ 4 millions S de fois plus lourd que notre Soleil, ce qui signifie qu'il pourrait probablement dévorer tout notre système solaire en guise de petit déjeuner. Mais ne t'inquiète pas, ces trous noirs peuvent sembler effrayants, mais en réalité, ils sont bien trop petits pour rivaliser avec une galaxie entière. Ils n'aspireront que quelques étoiles parmi les plus proches, et c'est tout. De plus, Sagittarius à astérisque ne semble pas avoir beaucoup d'appétit. On remarquait qu'il était plutôt calme ces derniers temps, ce qui est une assez bonne nouvelle pour tout le monde. Mais même s'il était très gourmand, il ne représenterait aucune menace pour nous. Ce trou noir se trouve à plus de 26 000 années-lumière de notre planète. Depuis la Terre, nous avons détecté sa présence dans la constellation du Sagittaire. En 2022, la collaboration des radiotélescopes Event Horizon a produit la toute première image de Sagittarius à astérisque. Des années de travail et de progrès technologiques auront été nécessaires pour capturer cette image étonnante. Et c'est la deuxième photo jamais prise d'un trou noir dans l'histoire. La première avait été publiée en 2019 et montrait le trou noir supermassif appelé M87 étoile. Oui, ils ont tous les deux étoile dans leur nom,
Ne cherche pas à comprendre, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, tu te souviendras peut-être de cette photo comme de la toute première image d'un authentique trou noir. Elle a fait l'objet d'une véritable campagne virale sur l'internet. Et ce trou noir, même 87 astérisque, situé dans la galaxie Messier 87, est bien plus effrayant que Sagittarius A astérisque. Tu pensais que 4 millions de masses solaires, c'était impressionnant? Alors que dirais-tu de 2,5 milliards de masses solaires? Men 87 est un véritable monstre. Il est également connu pour ses prodigieux jets de plasma, si puissants qu'ils s'étendent à des milliers d'années-lumière depuis le centre du trou noir. Si Men 87 astérisque était un super-héros, ce serait Iron Man avec ses rayons répulseurs à fond. Bon, techniquement, tu ne peux pas prendre de photo d'un trou noir en lui-même, puisqu'il est estimate, tout noir. Aucune lumière ne peut échapper à son emprise. Mais l'anneau orange qui brille sur cette photo montre clairement la matière qui entoure Sagittarius A astérisque. Il s'agit du disque d'accrétion, un disque tourbillonnant de gaz chaud qui s'enroule en spirale autour du centre, s'échauffant à des millions de degrés au cours du processus. C'est comme un gigantesque tourbillon de flammes sans aucune échappatoire. L'ombre au centre indique le trou noir lui-même. À l'intérieur de cette ombre se trouve l'horizon des événements. L'horizon des événements est la limite autour du trou noir, au-delà de laquelle rien, pas même la lumière, ne peut échapper à son attraction gravitationnelle. C'est le point de non-retour, où la force de gravité est telle que même l'objet le plus rapide de l'univers, la lumière, ne peut s'en échapper. Une fois l'horizon des événements franchi, tu es condamné à tomber vers le centre du trou noir, où les lois de la physique telles que nous les connaissons n'ont plus cours. Et c'est exactement le sort qui attend notre malheureux Xept. En ce moment même, le nuage de matière est étiré et distordu par de puissantes forces de marée. D'ailleurs, avant de connaître une fin prématurée, Xept devrait nous donner un sacré spectacle. On prévoit qu'il atteindra le point le plus proche du trou noir au cours de son orbite, que nous appelons Périastre, d'ici 2036. Lorsqu'il sera finalement déchiré par les forces gravitationnelles de Sagittarius A astérisque, il se pourrait que l'on assiste à un véritable feu d'artifice. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus drôle, c'est que la fin annoncée de Xept pourrait nous aider à comprendre enfin ce que c'est que cette chose. Une équipe de scientifiques a étudié la façon dont l'étrange tache gravite autour du trou noir. C'est alors qu'ils ont découvert que Xept s'était étiré jusqu'à atteindre presque le double de sa longueur initiale. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, cela suggère que Xept est probablement constitué de débris éjectés lors d'une récente collision entre deux étoiles. Oui, tu as bien entendu. Comme un accident de voiture dans l'espace. Imagine ceci. Deux étoiles tombent amoureuses et commencent à se tourner autour pendant de nombreuses années. Ensuite, elles finissent par fusionner. À ce moment-là, elles éjectent des tonnes de gaz et de poussière. C'est peut-être cette danse cosmique qui a donné naissance à notre bébé Xept. C'est un peu comme les miettes laissées sur la table après un gigantesque festin spatial. Ce genre de phénomène est en fait assez courant, en particulier autour des trous noirs. C'est comparable à un accrochage galactique qui envoie des débris partout. Et à vrai dire, l'univers est rempli de telles taches mystérieuses. On les appelle les objets G. Non, ils n'ont rien à voir avec les Men in Black, mais ils sont tout aussi mystérieux et insaisissables. Cela fait plus de 20 ans que les astronomes s'interrogent sur ces objets. Ils ressemblent à des nuages de gaz, mais se comportent comme des étoiles. C'est comme s'ils n'arrivèrent pas à décider s'ils voulaient être un nuage ou un astre. Allez les gars, décidez-vous enfin! Les objets J s'étirent au plus près du trou noir central, mais en ressortent intacts. Comme un élastique qui s'étire, mais ne se rompt pas. Les scientifiques pensent qu'il s'agit d'étoiles qui ont fusionné en une seule. Ce faisant, elles produisent également un énorme nuage de gaz qui masque le résultat à la vue de tous. Un peu comme lorsque tu portes un gros pull, pour que personne ne sache que tu as pris quelques kilos en trop. Et puis, une étude publiée en 2021 a révélé que l'un de ces objets, J2, était en fait un nuage moléculaire dissimulant 3 bébés étoiles. Quel rebondissement! Mais Xept est le mouton noir de cette étrange famille de nuages. Il est sensiblement différent des objets G, un peu comme le cousin bizarre que tu ne vois qu'une fois par an lors des réunions de famille. Son évolution a été plus spectaculaire. De plus,
Il n'est pas maintenu par une masse abritée en son centre. Alors, à quoi doit-il son intégrité? À la poudre de perlimpinpine? À la magie? Nous avons besoin de réponses. C'est pourquoi les scientifiques pensent que Xept n'est pas un objet G en soi, mais des débris qui en seraient issus. Ou peut-être pas. Nous n'en savons rien. Les possibilités sont infinies, et c'est ce qui rend l'astronomie si passionnante. Gardons donc les yeux rivés sur le ciel et voyons quels autres objets étranges nous attendent. Qui sait, peut-être découvrirons-nous un autre corps mystérieux, et cette fois, ce sera un vaisseau spatial? Alors ça, ce serait génial. Pour assister à l'un des événements astronomiques les plus importants de tous les temps, il faut se rendre en Amérique du Sud. Dans le désert d'Atacama au Chili se trouve la technologie la plus avancée pour l'observation spatiale. Là, les membres de la communauté royale d'astronomie ont observé pendant 6 mois un trou noir qui a tout simplement absorbé une étoile massive. D'ailleurs, ce sont ces mêmes scientifiques qui ont prouvé qu'au centre de notre galaxie, la Voie lactée, se trouve un trou noir supermassif. Et ils en ont même pris une photo. Pour la première fois de l'histoire, cet événement incroyable s'est produit très près de la Terre. Il faut dire que la distance de 215 millions d'années-lumière est considérée comme assez proche en termes d'astronomie. La lumière produite par cet événement a atteint notre planète en septembre 2019 et même les scientifiques les plus expérimentés ont été ébahis. Imagine une étoile de la taille de notre Soleil, d'environ 1 390 000 km de large. De telles étoiles ont une masse suffisante pour créer un champ gravitationnel puissant, maintenant de nombreuses planètes dans leur orbite. Et maintenant, plaçons un trou noir géant à côté. Le trou est absolument noir, en forme de disque, et pèse 1 milliard de fois plus que cette étoile. La force de son champ gravitationnel est incroyable. Rien ne peut quitter sa force gravitationnelle. Même les objets qui peuvent se déplacer à la vitesse de la lumière tomberont dans ce noir abîme. La lumière elle-même ne peut pas échapper à ses limites. Dès qu'une étoile entre dans le champ gravitationnel d'un trou noir, elle n'a plus aucune chance. Au début, elle essaie de résister à l'attraction du trou noir, mais les couches extérieures de l'étoile commencent à s'étirer vers lui, comme des spaghettis. Cela est dû à une puissante force d'attraction. Si tu avais la possibilité d'étendre ta main vers le trou noir, tu verrais tes doigts commencer à s'étirer et à s'allonger. Cela est dû au fait que la force d'attraction augmente à chaque centimètre. Par conséquent, elle agirait plus fortement sur tes doigts que sur ton bras. C'est pourquoi ce processus d'attraction d'objets dans un trou noir est appelé spaghettification. La première chose à être aspirée dans le trou noir est la couronne de l'étoile, c'est-à-dire son enveloppe extérieure qui est constituée de plasma chaud. Tu pourras remarquer que l'étoile commence à rétrécir. C'est parce que ce plasma constitue la majeure partie de l'étoile. Lorsque ce spaghetti de plasma chaud atteint le trou noir, il peut sembler rester sur le bord du disque et continuer à orbiter autour du trou noir. Mais en fait, il n'est plus possible de revenir en arrière. Les particules de l'étoile ont déjà atteint l'horizon des événements du trou noir. Le champ gravitationnel d'un trou noir courbe la lumière autour de ses bords, de sorte que l'horizon des événements ressemble un peu à un croissant pour l'observateur. On peut aussi remarquer une sorte de chaos dans cet anneau, comme si certaines particules de lumière se déplaçaient dans une direction et d'autres dans une différente. Cela se produit en raison d'un effet de miroir, mais tu peux être sûr que tout ce qui atteint l'horizon des événements sera tôt ou tard entraîné dans la singularité ou la perle noire du trou noir. Une autre illusion que l'on remarque est que les particules d'étoiles se déplacent plus lentement au niveau de l'horizon des événements. Il se trouve que les objets supermassifs, comme les trous noirs, courbent l'espace-temps autour d'eux. Et plus l'objet est massif, plus le temps s'écoule lentement à proximité de lui. Si tu accrochais une montre à côté d'un trou noir et une autre sur un mur de ton salon, tu verrais que la trotteuse de la première bougerait à peine, alors qu'une journée entière passerait sur Terre. En tant qu'observateur, il nous semble que les particules de lumière ralentissent leur mouvement. Mais en réalité, il se peut qu'elles aient déjà été absorbées par le trou noir depuis longtemps. Aujourd'hui, des flux massifs de plasma chaud et rouge éclaboussent l'espace, tout comme la sauce des spaghettis. Lorsqu'un trou noir a absorbé de la matière stellaire, il émet de puissants rayons d'énergie à une vitesse d'environ 10 000 km par seconde. Cette libération d'énergie est accompagnée d'un flash intense. C'est grâce à ce flash que les scientifiques peuvent détecter le processus en premier lieu. Ce phénomène peut être observé lors de l'explosion d'une supernova. Quand il ne reste plus rien du corps de l'étoile, on peut encore voir de la poussière d'étoiles et d'autres particules au niveau de l'horizon des événements du trou noir. Un peu comme le parmesan saupoudré sur les spaghettis. Ok, on arrête la métaphore. Lorsque le processus de spaghettification est terminé, environ la moitié du poids de l'étoile a été projeté dans l'espace sous forme de poussière et de particules incandescentes. L'autre moitié a été absorbée par le trou noir. Les scientifiques ont observé ce processus pendant près de 6 mois.
Mais ce qui serait plus intéressant, c'est de plonger soi-même dans un trou noir. On ne peut pas encore le faire, mais on peut simuler le processus. Voici un petit drone, notre ami métallique, notre boulette de viande en somme. En ce moment, il est à une distance sûre du trou noir, l'équivalent d'environ 3 largeurs de l'horizon des événements. Les objets à cette distance peuvent orbiter autour du trou noir en toute sécurité. Un peu plus près et il sera englouti dans l'obscur infini. Ainsi, notre étoile détruite aurait pu survivre en toute sécurité à cette distance. Les planètes aussi peuvent survivre à cette distance. Et s'il existe une source de lumière et de chaleur appropriée à proximité, la vie peut également exister sur ces planètes. Mais notre but est la singularité, et nous guidons le drone le plus proche de l'horizon des événements. Après quelques minutes, la force d'attraction commence à se renforcer, et le drone se met à s'étirer comme un spaghetto. Quand il commence à tourner autour du disque noir, cela signifie qu'il a atteint l'horizon des événements et qu'il a commencé sa descente dans l'abîme noir. Voyons maintenant tout cela du point de vue du drone. Toute la lumière des étoiles qu'il voit devient bleue. C'est ce qu'on appelle le bleuissement gravitationnel. En tombant dans un trou noir, son champ gravitationnel attire les photons de lumière vers celui-ci, leur donnant de l'énergie. Leurs longueurs d'onde se raccourcissent de sorte que les photons rouges deviennent bleus. Le drone continue de tomber et est déjà complètement caché à nos yeux. Et tout ce que voit le robot, c'est un faisceau bleu fin et lumineux. Maintenant, il est dans l'obscurité totale. Il n'y a absolument rien ici. Même pas de temps. Le temps passe si lentement que tout notre système solaire pourrait vieillir et cesser d'exister pendant 1 minute passée dans un trou noir. Mais notre drone vivra jusqu'à ce que sa batterie soit vide. Hé, le drone voit à nouveau un petit faisceau de lumière. Et il se rapproche de plus en plus. Maintenant, le drone va connaître la même chute, mais en sens inverse. Une fois qu'il aura quitté la singularité, le cœur du trou noir, il sera à nouveau à l'horizon des événements. La lumière des étoiles repasse progressivement du bleu au rouge. Puis le drone est lancé dans l'espace, peut-être dans une galaxie lointaine. Le retour d'un trou noir n'est que théorique. Certaines personnes pensent que les trous noirs sont une sorte de vortex qui peut nous conduire à des endroits éloignés dans l'espace. Mais jusqu'à présent, ces théories sont considérées comme de la fiction. Les trous noirs sont assez difficiles à détecter. Le problème, c'est qu'ils sont, noirs. Tout comme l'espace. Ils n'émettent pas de lumière comme les étoiles, donc ils ne peuvent être détectés que par des anomalies de gravité. Malgré cela, les scientifiques pensent qu'il existe un grand nombre de trous noirs dans notre univers. Ils naissent lorsqu'une étoile massive s'effondre sous son propre poids. Et étant donné le nombre infini d'étoiles dans l'univers, les trous noirs sont probablement un phénomène courant. Les scientifiques pensent que les trous noirs ont leur propre durée de vie. Cela est dû au rayonnement de Hawking. Un trou noir perd de sa masse et donc pour continuer à exister, il doit absorber des objets massifs comme l'étoile que nous venons d'observer. Mais si le trou noir vit dans l'espace lointain, il a moins à absorber et commencera très probablement à rétrécir jusqu'à ce qu'il disparaisse tout simplement. Comme cette assiette de spaghettis.